Conversation au pluriel, une série de podcasts de la documentation française qui éclaire les grands enjeux de la société et du monde contemporain. Bonjour à tous, ce podcast préparé et réalisé par la documentation française est animé par Patrice et Stéphanie. Le thème de notre première émission, l'Amérique latine dans la tourmente. Notre invité est Pierre Salama. Bonjour Pierre Salama. Bonjour. Pierre Salama, vous êtes professeur honoraire des universités en économie à l'université Paris-Nord, spécialiste des pays émergents et plus particulièrement des économies latino-américaines. Vous êtes également l'auteur de nombreux articles et ouvrages, notamment d'un titre dans notre collection Doc en poche, des pays toujours émergents, point d'interrogation, paru en 2014. L'actualité est particulièrement riche cet automne concernant le continent latino-américain. Au Brésil, la corruption a eu raison de la prospérité et le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, un ancien capitaine d'infanterie, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle le 7 octobre. C'est donc le représentant d'une droite extrême et très conservatrice, nostalgique de la dictature qu'a connue le pays de 1964 à 1985, qui se retrouve aux portes du pouvoir avant le second tour qui aura lieu le 28 octobre. Au Venezuela, menace d'intervention militaire. Le pays sombre dans l'hyperinflation. À la fin de l'été, un café valait 2 millions de bolivars avec une inflation à plus de 1 million de %. L'Argentine, quant à elle, s'est retrouvée une nouvelle fois au bord du défaut de paiement, contrainte de réclamer l'aide du Fonds monétaire international, tandis que l'inflation mine le quotidien des Argentins. En compagnie de notre invité Pierre Salama, le premier épisode de ce podcast est consacré au Brésil. On avait l'impression, Pierre Salama, que pendant les années Lula, le pays avait enfin acquis le statut de grand pays émergent. Et puis patatras, à partir de 2015, le Brésil plonge dans la plus profonde récession de son histoire, sur fond de scandales de corruption à grande échelle, avec l'affaire Petrobras, du nom de la compagnie nationale pétrolière. Comment expliquez-vous ce retournement de situation, Pierre Salama ? D'abord, l'époque de Lula, si je puis dire, la période Lula a été une période relativement faste. Il a été aidé par le cours des matières premières et l'augmentation du volume de matières premières vendues aux pays asiatiques principalement. Ça, c'est une chance aussi. Ça, c'est indéniable. On a les taux de croissance sur 10 ans. On compare 10 ans avec le précédent gouvernement, la précédente présidence, et on se rend compte que le taux de croissance est plus élevé. C'est très net. 1 à 2 points, 1,5 point, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas la croissance à la chinoise. Ça, je pense que c'est déjà très important, c'est un premier point. Deuxième point, et Dieu sait si je suis critique sur Lula, sur beaucoup d'aspects, deuxième point, il y a quand même une redistribution des revenus qui s'est faite grâce à l'argent provenant des matières premières, c'est exact, grâce à cet argent-là, donc grâce à cette chance, entre guillemets, c'était une révolution dans un pays devenu riche, et pas dans un pays devenu pauvre, comme par exemple, ça peut être le cas en URSS, autant jadis, ou même à Cuba. Ça, c'est quand même important. Il y a eu 40 millions de Brésiliens qui sont sortis de la pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus riches, ils sont devenus vulnérables. C'est pas pareil. C'est quand même positif. Vous avez, je me souviens quand moi je travaillais il y a très longtemps sur le Brésil, on disait que les voitures, c'était seulement les riches qui les avaient, ou les classes moyennes. Et les classes moyennes. Aujourd'hui, vous avez des catégories vulnérables, c'est-à-dire proches de la pauvreté, qui achètent des voitures d'occasion, certes peut-être, mais au moins beaucoup de motocyclettes. Et les embouteillages à Rio, les embouteillages à São Paulo, etc., sont monstrueux d'ailleurs. Donc, de ce point de vue, il y a quand même une certaine amélioration dans un pays quand même qui était parmi les plus inégaux du monde. Et cela, il faut, je pense, s'en souvenir. Alors, évidemment, vous avez toute une série de gens qui n'ont pas aimé ça, qui n'ont pas aimé payer plus cher leurs bonnes,
qui n'ont pas aimé non plus avoir des difficultés à prendre un billet d'avion parce que les pauvres, ou du moins les vulnérables, mais pour eux c'était considéré comme des pauvres, pouvaient prendre l'avion et donc occuper les places qu'ils auraient aimé avoir, ou d'être assis à côté d'un pauvre, donc quelqu'un qui normalement pue, comme on dit. Bon, vous avez des réactions assez horribles, j'en parle crûment, mais c'est comme ça que ça s'exprimait. Hein. C'est comme ça que ça s'exprimait. Alors, donc ça, c'est les côtés positifs. Alors, les côtés négatifs, c'est que Lula, et puis ensuite Dilma, qui n'avait pas la même capacité que Lula, Dilma a hérité d'une situation plus difficile que celle qu'a laissée Lula. Mais, en gros, ce qui s'est passé, c'est un petit peu ce qui s'est passé, de manière beaucoup plus modérée, évidemment, avec Chavez. À savoir, cette abondance de devises va conduire à des difficultés croissantes pour l'industrie qui était déjà installée, qui était, elle, beaucoup plus importante que celle qui existait au Venezuela. Mais une difficulté croissante à résister à la concurrence étrangère, parce que plus de devises, c'est le taux de change qui s'apprécie, et plus facile sont les importations, et plus difficiles sont les exportations hors matières premières. Et à partir donc de 2007, vous allez avoir un déficit de la balance commerciale de produits industriels. Mais qu'importe, pensez Lula. Et c'est vrai, il l'a dit, je l'ai entendu. Il disait, pour moi, du moment qu'un pauvre puisse s'acheter un réfrigérateur, pour moi, c'est pas important que ça soit importé ou produit nationalement. J'ai l'argent, en gros. Sauf que ça coûte. Et à partir de 2010, donc avant la baisse 2010-2011, avant la chute du cours des matières premières qui a lieu un peu plus tard, les entreprises commencent à avoir une baisse de leur rentabilité. Donc ce n'est pas seulement à cause de la crise des matières premières qui va arriver dans les années 2012-2013, ça dépend des produits, mais c'est aussi à cause de ce qu'on n'a pas préparé l'avenir. On a surtout redistribué. Moi, c'est ce que j'appelais, dans une certaine mesure, mais il n'y a pas un aspect péjoratif, du populisme progressiste. C'est-à-dire essentiellement fondé sur la redistribution, sans penser que ça peut être important, si demain il y a des difficultés, ça peut être important également de produire, de continuer à produire, d'augmenter la production, de produire surtout pour des biens sophistiqués. Un peu comme l'a fait la Corée du Sud. La Corée du Sud, aujourd'hui, produit, comme vous le savez sans doute, avec Samsung, etc., des produits électroniques extrêmement sophistiqués, ce que n'est pas capable de faire le Brésil. Voilà à peu près quelle était la situation. Et la crise est arrivée dure. Elle a été très dure. Et surtout, elle a été très dure avec Dilma. Ça a commencé à la fin de Dilma, ce qu'on appelle Dilma 1. Et elle a... Bon, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans le détail, mais elle a eu une politique un peu chaotique. D'un côté, elle voulait redresser, favoriser l'industrie, puis après rechanger de position, parce qu'elle a eu beaucoup d'opposition, des lobbies, des choses comme ça. Ce n'était pas une politique très claire, mais c'est vrai que c'était le moment aussi où il y avait la chute du cours des matières premières, donc c'était une situation difficile. Et puis, Dilma n'est pas Lula, elle ne sait pas parler au peuple, comme on dit. Lula, c'est une symphonie. Il est capable de faire dans un discours, de plaire aussi bien aux plus riches qu'aux plus pauvres. Je vous assure, c'est vraiment une symphonie. Dilma, c'est... voilà. D'un certain point de vue, on peut dire qu'elle est péroniste. Elle décide. Et après, on discute. Si on discute. Dilma, lorsqu'il y a eu... Et c'est là où je crois que ça s'est cristallisé. Lorsqu'il y a eu la campagne électorale pour son second mandat, elle a fait un discours presque ultra-gauche, dénonçant les néolibéraux, son adversaire, Aécio, etc., promettant... Bon. Sauf que la première chose qu'elle a faite quand elle a été élue, elle a eu une parenthèse, comme on disait à certains Mitterrand, non pas de 2 ans, mais une parenthèse qui a duré exactement 35 secondes. Elle a cherché à nommer comme Premier ministre qui ? Le président de la Bradesco, d'une banque. C'est énorme. Et le président de la Bradesco, il a dit non, écoutez, j'ai pas envie d'y aller, je vous envoie mon dauphin. Et donc est arrivé un type qui était le représentant des banques. C'est-à-dire, en fait, qui aurait pu très bien travailler pour le AHE. Et vous avez eu Et ce type, qui s'appelait Lévy, a immédiatement mis en place une politique, disons, d'austérité classique, rencontrant des difficultés pour la concrétiser, parce que le PT, le Parti des travailleurs, n'avait pas très très envie non plus, accepter sans accepter, etc.
Et donc, elle s'est retrouvée fragilisée et s'est retrouvée un petit peu à avoir un taux de crédibilité voisin de celui d'Hollande, 13%, mais très vite. Hein. Et à ce moment-là, il y avait aussi la crise de la corruption. Je ne sais pas si vous en avez un peu évoqué, mais on pourra en parler si vous voulez. Et il y a toute une fraction de personnes qui se sont dit, oh, tiens, mais cette dame ne nous plaît pas. Et puis en plus, elle est, au moins une chose chez elle, elle est contre la corruption. Même si elle a permis la corruption, mais elle n'est pas corrompue, mais elle est contre la corruption. Elle est capable de faire des choses qui ne vont pas nous plaire. Et donc, il y a eu le processus d'impeachment qui a été mis en place. Et ce processus d'impeachment a mis Temer au pouvoir. Et toute une série de gens qui étaient avec Temer, qui maintenant sont en prison, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux. Pourquoi ? Parce que corrompus. Donc la corruption, ce n'était pas seulement le PT, parce que le PT était corrompu, certes. Mais ça, on pourra revenir sur les causes de la corruption. Hein. Mais c'était une instrumentalisation de la corruption. Alors ça, c'est une situation quand même qui a un côté tragique, parce que ça veut dire que les institutions sont très faibles. Et si elles sont très faibles, c'est à cause de l'époque de la dictature, je crois. Il est très difficile après une époque de dictature, parce que le Brésil a eu une dictature, la dictature des colonels, pendant des années et des années, de 67 à, disons, 79 à l'ouverture, mais officiellement jusqu'à 84. Donc, le Brésil a hérité, disons, vient d'une dictature. Et quand on sortait d'une dictature, en général, c'est très difficile d'avoir des institutions qui fonctionnent de manière démocratique. On a, si vous voulez, plutôt des processus où on va essayer de copier comme un singe, si je puis dire, les pays avancés. Et donc, on va utiliser toutes les possibilités. Il y a l'impeachment aux États-Unis, on va faire de l'impeachment. On en rajoute dans la démocratie. Donc, on donne un cadre démocratique pour, en fait, renvoyer quelqu'un et faire une toute autre politique. C'est ce qui est arrivé. Donc on a un problème politique parce que le Temer, quand il est arrivé, là maintenant, il est à 3% de crédibilité. Mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il est à 3%. Il y a un an, il était à 3 ou 4%. C'est rien. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance dans la politique, n'ont plus tellement confiance. C'est ça qui explique en partie le succès dans les votes, tout au moins. Mais ça, peut-être on reviendra là-dedans tout à l'heure, je ne sais pas, de Bolsonaro. Justement, Pierre Salama, est-ce que la clé, ça n'est pas cette classe moyenne, puisque dans les années 2000, la classe moyenne en pleine expansion, on pensait qu'elle allait en fait servir de moteur à l'économie brésilienne, et aujourd'hui, cette classe moyenne est fragilisée, comme vous l'avez dit, et certains risquent de basculer à nouveau dans la pauvreté. Alors, est-ce que c'est ça qui explique la radicalisation politique à laquelle on assiste aujourd'hui, avec la montée du candidat de l'extrême droite, Bolsonaro, ancien militaire? Alors, sur les classes moyennes, il faut faire aussi très attention. Dilma, lors de son premier mandat, a raconté tout et n'importe quoi. Elle a dit que le pays était devenu majoritairement, à 57%, un pays de classe moyenne. Moi, quand j'ai vu ça, connaissant le Brésil concrètement, je sautais en l'air. Ça paraît énorme. Et la Banque interaméricaine de développement, un peu plus sérieuse tout de même, la définissait, la classe moyenne, à peu près à 35%. Il y a eu une augmentation des classes moyennes. Bon, ça c'est vrai, mais pas 57% de la population. En fait, c'est la manière dont vous définissez, ce sont des seuils. C'est pas une définition ni anthropologique, ni sociologique, mais elle est strictement statistique. Vous dites, vous faites partie de la classe moyenne à partir de tel seuil de revenus. Bon. Donc vous êtes pauvre, vous êtes plus pauvre, vous êtes classe moyenne. Bon, c'est une manière un peu inélégante. La Banque interaméricaine de développement, mais au moins, comment on appelle, un espace entre la pauvreté et les classes moyennes, ce qu'on appelle les vulnérables. Chose que n'a pas fait. Alors, il y a eu chose que n'a pas fait le gouvernement brésilien. Donc, on a eu cette idée de la classe moyenne. Mais ceci dit, Lula et Dilma ont fait énormément de choses du point de vue de l'enseignement, même si cet enseignement n'était pas très bon. Il a permis par la discrimination positive, Lula, à ce que, notamment des Noirs, puissent accéder à l'université, alors que c'était strictement impossible auparavant, parce qu'ils provenaient d'écoles publiques qui étaient mauvaises. Le paradoxe du Brésil et de nombreux pays latino-américains, c'est que les enfants des classes moyennes et des riches envoient leurs enfants dans le privé et pour l'université, parce qu'elles sont bonnes, dans le public. Donc il y avait un concours. Donc, dans le privé, vous aviez quelques écoles qui étaient excellentes. On pouvait entrer à l'université en passant un concours. Mais le public, comme il n'avait pas d'argent, c'était très bas. Donc les Noirs, qui étaient pauvres principalement, ils n'avaient pas accès à l'université. Donc il y a eu ces politiques, ça fait partie des politiques sociales de Lula. Et je crois que beaucoup de politiques, quand même, à mon avis, importantes et bonnes, même si la qualité de l'enseignement n'est pas très, 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 très bonne.
Donc, on a eu ça. Alors, il y a eu toute une série de gens à qui on dit, vous êtes maintenant classe moyenne. Ils étaient des vulnérables, pas des pauvres, hein, des vulnérables qui sont devenus classe moyenne. Et puis, ils se sont rendus compte qu'on leur disait qu'ils étaient ingénieurs ou techniciens supérieurs, et ils ne trouvaient pas le job qui correspondait à ce qu'ils voulaient. Donc, ce qu'on appelle, nous, un problème de déqualification, de déclassement. Bon, ils n'étaient pas contents du tout. On leur disait qu'ils avaient des bus, on leur disait qu'ils sont des classes moyennes, donc normalement, dans un pays avec des classes moyennes, il y a les autobus, les services publics, tout ça fonctionne. Alors, ils se rendaient compte que la santé, ça ne fonctionnait pas bien, et les autobus, ils coûtaient de plus en plus cher. Et d'ailleurs, il y a eu la première révolte, par réseaux sociaux d'ailleurs, qui s'est faite sur précisément les autobus et le mouvement Passa Libre, à savoir, on avait augmenté le prix des autobus et la qualité des autobus laissant à désirer, etc. Les gens je me suis dit, non, on a une sorte de trahison là-dessus. Et il y a eu donc des manifestations très... Et ça, ce qui est très important, c'est que déjà, on a vu, c'était à la fin de Dilma 1, le PT était incapable de mobiliser contre, était incapable de répondre. Et elle-même, elle a dit, ah bon, bah d'accord, bah je vais mettre de l'argent, sur quoi? Dans l'éducation et dans la santé. Mais comment? L'argent qui va me venir du pétrole. Mais le pétrole n'était pas encore là. Donc, vous voyez un peu, tout ça se paye. Alors, il y a une conjonction, je ne pense pas que le mouvement Passa Libre, de ces fameuses classes moyennes qui n'en étaient pas et qui étaient frustrées de ne pas l'être, etc., soit assimilable à ce mouvement, quasiment factieux de Bolsonaro. Je ne le crois pas. C'est très, très profondément hétérogène. Je crois que ce sont surtout, on l'a vu surtout à São Paulo, ceux qui ont manifesté contre le PT de manière extrêmement violente, etc., c'est plus... davantage du moins, à mon avis, je me trompe peut-être, davantage des gens qui n'acceptaient pas qu'on puisse donner de l'argent aux pauvres, que c'était mon argent, mes impôts, on augmente mes impôts, et tout ça pour des pauvres qui sont paresseux. Et c'est le discours de Bolsonaro. C'est le discours de Bolsonaro. Et à cela s'ajoute maintenant une fraction des pauvres, de gens qui allaient voter Lula, vont voter pour Bolsonaro, tout simplement parce que Bolsonaro, c'est celui qui considère que les criminels, ce sont des PD, les PD, il faut les tuer, etc. C'est horrible, c'est horrible, un discours, mais c'est le discours de l'ordre. Du temps de la dictature, il n'y avait pas ça. Les gens n'en savent strictement rien parce qu'ils sont trop jeunes. Hein, mais on leur disait, oui, c'est vrai, il y avait de l'ordre. C'est les grands-parents qui disaient ça. C'est vrai, parce que bon, il y avait une dictature aussi. Donc, il y a ce besoin d'ordre qui s'exprime face à la montée de la violence, parce qu'il y a eu une montée de la violence, et qui explique peut-être le succès de Bolsonaro. Je ne crois pas du tout, et je crois que Bolsonaro fonctionne sur deux jambes, une jambe très riche, si je puis dire, et la jambe de toute une catégorie de gens pauvres, et peut-être fraction des classes moyennes basses, si vous voulez, mais ça, je pense que celle-ci est plutôt dans les expectatives aujourd'hui. Conversation au pluriel, c'est fini pour aujourd'hui, c'était passionnant. Merci infiniment Pierre Salama d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation économique et politique au Brésil. On y voit désormais beaucoup plus clair. On vous retrouvera pour notre deuxième épisode où il sera question cette fois du Venezuela. Chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de la documentation française. Au revoir Pierre Salama et à très bientôt dans Conversation au pluriel. Au revoir à tous.